Hop. Bonjour à tous et à toutes. On est ravis de vous retrouver pour ce 4e épisode des Mardis de l'innovation. En plus, il fait beau et ça, c'est top. Le mois dernier, on a organisé un webinaire spécialement dédié à la prospective. Et est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui, tout le monde dit bonjour, c'est top. Et du coup, ce mois-ci, l'idée, c'est de compléter cette discussion et de parler plus spécifiquement du design fiction. Du coup, l'objectif de ce webinaire, concrètement, c'est de compléter la réflexion qu'on a eue le mois dernier sur la pratique de la prospective. Et comme nous l'avions vu, la prospective, c'est une posture qui invite à réfléchir et à anticiper les enjeux et les problématiques futures afin d'intégrer des éléments de façon stratégique dans la prise de décision et dans la construction des politiques publiques d'aujourd'hui et de demain. La prospective se base sur différentes méthodes, différentes pensées, façons d'analyser les choses. Il peut y avoir la veille, l'observation, l'analyse de tendance. Dans tous les cas, c'est une posture qui demande de la rigueur et une appréhension pluridisciplinaire des problématiques. In fine, ce qu'elle nous apporte, c'est qu'elle peut nous permettre de construire des scénarios et de réfléchir et d'anticiper des problématiques à venir. Donc, une des façons de faire de la prospective, ça peut être de s'appuyer sur le design fiction afin de concevoir des scénarios. C'est important de préciser que des scénarios prospectifs peuvent être écrits sans avoir recours au design fiction. On l'avait vu lors de l'épisode précédent. On peut aussi se baser sur des méthodes telles que l'intelligence collective, la participation citoyenne ou de l'analyse de façon plus disons scolaire. Aujourd'hui, on va surtout parler du design fiction et nous allons essayer de comprendre ce qu'est le design fiction, la manière dont il permet de créer des scénarios d'anticipation, mais surtout, on va essayer de réfléchir ensemble à la façon dont cette fausse posture peut nous permettre d'encourager le débat, mais aussi à la façon dont le design fiction peut être utilisé lorsqu'il s'agit de construire des politiques publiques ou de formuler des stratégies d'innovation publique. Un petit rappel pratique pour ce 4e webinaire. Nous sommes ensemble pour 1h30, c'est-à-dire jusqu'à 11h. Le webinaire sera disponible en replay comme les autres webinaires, ainsi que toutes les ressources partagées. N'hésitez pas à participer et à poser des questions sur le chat parce que nous aurons un temps dédié à la conversation à la fin où vous pourrez échanger avec les intervenants. Et pour ouvrir ce webinaire, nous allons maintenant accueillir Max Molon, qui va nous expliquer ce qu'est le design fiction et la façon dont il peut être utilisé. Max est designer et chercheur, fondateur du Design Fiction Club et du projet Politique Fiction, et j'oublie encore d'autres choses. Alors, Max, est-ce que vous pouvez venir à l'écran avec moi? Ça y est. Bonjour. Bonjour, merci d'être là aujourd'hui et d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter votre parcours et aussi nous en dire plus sur le design fiction? Qu'est-ce que c'est, à quoi ça sert, quand et comment a commencé la pratique du design fiction? Pour faire ça, je vous propose de vous montrer quelques images, si ça vous va, de partager mon écran. D'abord, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que je parle assez fort dans le chat? De mon côté, c'est parfait. Je ne sais pas pour les participants, vous pouvez réagir sur le chat. Super. Alors, je partage mon écran. Donc, normalement, vous voyez des slides. Super. D'abord, merci. Je suis très content de pouvoir vous présenter un peu ce travail-là et j'ai hâte de la discussion tout à l'heure. Et en fait, je vais faire une petite entorse à la question de départ avant de répondre à qu'est-ce que c'est que le design fiction. J'avais envie de profiter de ce moment avec vous pour faire un petit utiliser du design fiction avec vous et pour en faire un petit sondage. Un sondage pour la Commission éthique de l'Union européenne et qui porte sur l'usage d'une technologie qui s'appelle CRISPR, dont vous avez dû entendre parler, mais appliquée au domaine de l'agriculture et en particulier pour optimiser le type d'agriculture que l'on produit et pour savoir, et donc la consultation avec vous, j'en profite, parce qu'à chaque conférence, j'essaie de récupérer des nouvelles informations. Et bien avec vous, le but est de savoir si cette utilisation doit être prolongée ou non. Alors bien sûr, pas de panique, on ne va pas avoir beaucoup de temps, donc je vais juste vous montrer quelques éléments.
Comme je ne vois pas le chat en même temps, donc parfois j'enlèverai mon écran comme ça pour voir si tout va bien, si vous posez des questions. CRISPR, je vais vous dire ce que c'est. Ça tombe bien. Donc pour vous, la mission, c'est juste de dire dans le chat, quand je vous pose des questions, de répondre. Petite mise à niveau. Il faut savoir que l'agriculture, dès son apparition, a déjà démarré, l'humain a travaillé avec une sélection des meilleurs grains, et que, comme vous pouvez le voir sur cette frise, si on n'avait jamais fait ce travail de sélection, on mangerait un maïs qui ressemble à ce qu'on a tout à gauche, il y a plus de 7000 ans. Et en fait, les techniques de croisement, de sélection, se sont peu à peu technologisées plutôt dans les années 1900-2000. Et après les OGM de 2010, on a inventé CRISPR, qui est une manipulation de l'ADN en désactivant ou en activant des gènes, et qu'on a appelé la mutagénèse dirigée, et qui a été appliquée pour l'agriculture, pour créer par exemple des espèces résistantes à l'absence de pluie, ce qui peut être très pratique dans une perspective de changement climatique. C'est pour ça que l'Europe a voté oui à cette nouvelle régulation sur les OGM en 2021, et nous a du coup invité à faire ce bilan une vingtaine d'années plus tard avec vous. Donc le premier cas d'étude pour vous, la question que j'aimerais vous poser, donc pour faire cette consultation auprès de vous, l'idée est de vous montrer des cas d'études prélevés au passé et de savoir comment vous auriez réagi à l'époque. Première question étant, si vous aviez été Suisse à l'époque où toute l'Europe est passée à cette forme d'agriculture, qu'auriez-vous fait pour protéger vos champs qui sont potentiellement contaminés par le pollen CRISPRisé, comme on peut appeler ça, le pollen génomédité? Auriez-vous voté oui à la protection de la Suisse via des taxes que l'on poserait sur tous les produits d'importation européens pour arriver à générer assez d'argent pour trouver une manière de, je ne sais pas, mettre la Suisse sous cloche avec des serres partout, ou à l'inverse, ce que vous auriez voté non, parce que les répercussions économiques auraient été trop fortes? Je vous laisse voter dans le chat, tout en continuant à vous expliquer ce que cela implique. Vous pouvez juste mettre oui ou non, ou je ne sais pas, ou j'en ai pas compris. Mais donc, si on vote oui, l'idée, sachant qu'on n'a pas aujourd'hui de manière de protéger un champ contre du pollen, à part le mettre sous serre, et encore c'est compliqué, l'idée est de générer de l'argent, mais sans encore savoir à quoi s'en servir. Et dans le camp du non, c'est plutôt non, parce que si on met une taxe sur tous les produits européens, en fait, il y a des produits qui vont avoir une variation de prix énorme, et vont avoir un impact, on peut avoir un clashback économique très fort sur la Suisse. Pendant que vous votez, je vous montre les autres cas d'études, sachant que les autres cas d'études, on va pas forcément voter, c'est plus pour que vous les découvriez. Si on avait le temps, normalement, ça prend 2h30 de faire cette consultation. Si nous avions le temps, nous aurions pu débattre sur chacun d'entre eux et prendre la parole à l'oral. Là, ça aurait été plus intéressant. Mais sur mon temps de parole, je vais essayer d'aller au plus vite. Deuxième cas d'étude, un peu plus tard, en 2023. Alors, il faut savoir que l'un des usages de cette CRISPR food, comme on l'appelle, cette agriculture génoméditée, vient d'abord du constat que l'utilisation des pesticides de manière massive dans l'agriculture conventionnelle a fait chuter par exemple la masse d'insectes volants en Europe et dans le monde de plus de 80%, et qu'à cause de ce genre de phénomène, l'une des idées vis-à-vis de cette agriculture était de développer des espèces qui n'ont pas besoin de pesticides pour se défendre, et qui donc du coup peuvent candidater au label bio. C'est comme ça qu'est née donc la fameuse baguette façon tradition et son label Biooptimal. Biooptimale parce qu'elle est optimale dans le sens où elle est le parfait équilibre entre ne pas utiliser de pesticides et en même temps avoir ici génomédité la graine. Donc la graine est transformée pour se défendre toute seule. Tandis qu'en réponse, d'autres labels ont pu émerger, dont le label Réseau Confiance. Alors, pourquoi le label Réseau Confiance a émergé? Parce que la particularité de l'agriculture génoméditée, c'est qu'elle est intraçable. C'est-à-dire que l'édition de l'ADN est tellement proche des mutations naturelles qu'on peut observer
quand l'humain n'intervient pas, que on ne peut tout simplement pas savoir si une plante que l'on vient de trouver a été éditée ou pas. C'est trop proche de la manière dont ça mute naturellement. Et comme on ne peut plus faire confiance au bio, du coup, on ne peut pas faire la différence entre un bio édité et un bio non édité, le réseau confiance est apparu pour permettre à des personnes d'acheter un panier bio où tout d'un coup elles peuvent scanner le code barre et savoir d'où vient cette graine et est-ce que c'est une graine qui a été passée de main en main, de génération en génération, et qui du coup sont des graines qui viennent de l'ère avant CRISPR. Donc ça, c'était le projet du réseau confiance pour se garantir, grâce à la confiance de toutes ces personnes qui se passent les graines, que ces graines n'ont pas été éditées. Donc là, si nous avions le temps, je vous demanderais qu'est-ce que vous mangez. Est-ce que vous mangez bio CRISPR? Qu'est-ce que vous préférez manger, bio optimal ou bio réseau confiance? Donc, je crois que je vous remets les deux labels. Si certains d'entre vous ont envie de participer dans le chat, allez-y. J'avoue que normalement, nous devrions avoir plus le temps de répondre à vos questions sur qu'est-ce qui implique l'un, qu'est-ce qui implique l'autre. Mais je préfère vous montrer rapidement tous les cas d'études et puis peut-être qu'on discutera à la fin. Mais n'hésitez pas dans le chat si vous en avez un. Je continue, je vérifie s'il n'y a pas eu des questions. Voilà, c'est super que vous votiez. Je vérifie juste s'il n'y a pas des questions de compréhension. Super. Le troisième cas d'étude, un peu plus tard encore, porte sur le domaine du viticole, et en particulier, je vous l'ai fait un peu en accéléré, mais de 2025 à 2032, cette année de cauchemars se sont enchaînées dans les récoltes à cause tout simplement de la grêle jusqu'au au gel intempestif ou encore à la sécheresse, jusqu'au point où les assurances ont décidé de ne plus assurer les aléas climatiques, ce qui était déjà pour parler depuis quelques années. Et à ça s'ajoute le fait qu'avec les changements de température, la majorité enfin, une grande quantité des cultures se déplacent de 100 km vers le nord, tout simplement parce qu'elles sont plus faciles à cultiver dans leur climat habituel, et que ce climat se déplace vers le nord. Face à ça, réaction de l'État vis-à-vis des AOP et des IGP, parce que tout d'un coup, une IGP qui se déplace de territoire, ça commence à poser problème, et donc l'une des idées est d'inciter les agriculteurs, et en particulier les viticulteurs, à utiliser CRISPR pour faire en sorte que leur pied de vigne puisse résister à la chaleur, et donc être toujours cultivé au même endroit. Et ça veut dire transformer génétiquement sa vie. C'est là où effectivement la Corse refuse et que l'on se retrouve avec deux types de vins sur le territoire, les vins génétiquement édités, comme le Côte du Rhône à droite, un Côte du Rhône biogénétiquement édité, ou les vins géo-ingénierés. Donc là, ici, on a la Corse qui a utilisé la géo-ingénierie pour maîtriser son climat et continuer à, on va dire, cultiver en respect de ses traditions, mais avec des canons à levure d'argent, si je ne me trompe pas. Et on voit d'ailleurs sur l'étiquette ici des canons et des moyens de manipulation du climat. Ça, c'était... malheureusement, on est à distance, mais si on avait été en présence, je vous aurais fait goûter ce vin et on aurait pu en discuter ensemble. Et si on avait encore plus de temps, je vais montrer le quatrième cas d'étude. Mais jusque-là, je vais couper cet entraînement au débat que je viens de faire pour rassurer tout le monde sur le fait que ceci est une fiction, c'est-à-dire que je ne suis pas en train de travailler pour l'Europe au moment où je vous parle maintenant. C'est une sorte de redite d'un projet en fait qui a eu lieu il y a quelques années. Voilà à quoi ça ressemblait, c'était en 2018, où à la Gaieté Lyrique, au Design Fiction Con, nous avons organisé un débat qui devait devenir un débat en ligne, une sorte de grand débat national, voire européen en ligne, quelques mois plus tard, et qui avait comme objectif d'essayer de mobiliser la population sur un sujet de législation européenne qui était en cours, et sur la fameuse agriculture génome éditée, parce qu'elle venait d'être votée et venait d'être autorisée aux États-Unis il y a juste 2 mois avant. Donc c'était à peu
près en mars 2018. Ça venait d'être autorisé aux États-Unis. Et en attendant que l'Europe se prononce, nous avons organisé ce débat. Nous avons invité des personnes de la Commission européenne ici à Paris. Et en fait, elle a décidé trop vite, donc on n'a pas eu le temps de lancer le site web avec la consultation en ligne, mais l'objectif aurait été de faire ce qu'on vient de faire ensemble au format site web. Et l'idée était d'instruire la réflexion de la Commission européenne et de la Commission éthique. Je remercie l'équipe de travail du projet, de les instruire dans leur réflexion sur les arguments habituellement mobilisés sur ce sujet, mais en regardant leurs conséquences possibles et en se projetant dans le futur. Du coup, maintenant que j'ai fait cette entorse, je vais pouvoir me présenter et répondre à la question. Désolé d'avoir fait ce petit pas de côté. D'abord, je vérifie est-ce que tout va bien, est-ce que je ne suis pas allé trop vite, est-ce que tout le monde me suit? Alors, il y a pas mal de questions sur le chat, Max, mais pour vous éclaircir, pour les gens qui sont arrivés, Max vient de nous faire une démonstration de ce qu'est le design fiction en live. Et du coup, ne vous inquiétez pas, maintenant que vous avez fait l'expérience du design fiction, on va pouvoir écouter Max se présenter et nous expliquer ce qu'est le design fiction. Et en fait, vous avez un petit peu fait déjà l'expérience puisqu'on vient de faire un petit moment ensemble. C'est super bien. Il y avait des gens qui ont tout à fait compris. Merci Thomas. C'était une présentation fiction sur le design fiction. Donc, c'était exactement ça. Et merci pour les questions un peu plus proches du sujet du débat, qui sont, là je pointe Martin, qui a posé une très bonne question et qui sont le genre de questions qu'on essaie de faire émerger avec un tel débat. Et donc, maintenant qu'on vient de faire cette parenthèse, oui, je vais revenir au design fiction et je vais vous expliquer un peu plus de choses. Je vais même d'ailleurs vous expliquer comment a été fait le projet, mais d'abord, avant tout, comment personnellement j'en suis venu à cette pratique, et puis ensuite, qu'est-ce que c'est que cette pratique. Moi, une fois formé au design, en tant que designer, j'ai bossé dans des laboratoires de recherche, Orange Lab, de R&D en particulier, et ce qu'on me demandait de designer, c'était des choses comme l'ancêtre de l'iPad, qui s'appelle Tabby chez France Télécom, chez Orange. Et moi, je n'étais pas intéressé par utiliser le design pour résoudre des problèmes. Ce qui m'intéressait, c'était pas ce qu'on me demandait de faire habituellement, qui était de trouver des applications au design et aux technologies qui émergeaient des labos. Et moi, ce qui m'intéressait, c'était de trouver des implications sociales, éthiques, environnementales. Et j'ai eu la chance sur mon parcours de rencontrer parmi toutes les personnes qui pouvaient avoir une pratique un peu on va dire non conventionnel du design, de rencontrer 3 d'entre eux qui étaient porteurs de ce qui s'appelait design spéculatif. Donc le duo qui est en haut, c'est Augier Loiseau, des designers du Royal College of Art à Londres, et à gauche, au milieu, c'est Nicolas Nova du groupe Near Future Laboratory, qui est implémenté en particulier dans le monde, mais en particulier qui sont dispatchés, mais en particulier aux États-Unis, et dont l'un d'entre eux a écrit l'essai Design Fiction, qui a lancé le design fiction. Et du coup, vous avez peut-être, si vous êtes intéressé au sujet, vous avez peut-être vu qu'il y avait plein de termes, beaucoup de termes différents utilisés pour parler de ces pratiques non conventionnelles du design, dont le design fiction. Mais si on remonte vraiment loin dans l'histoire du design pour aller voir à partir de quand on a commencé à avoir des pratiques un peu particulières, on peut remonter jusqu'à 1890 où William Morris, on va dire ancêtre, on le cite souvent comme étant aux origines du design, alors qu'il était architecte et un peu designer. Lui écrivait déjà une nouvelle utopique à l'époque où il écrivait à quoi ressemblerait son monde utopique, son monde du futur à lui grâce aux outils du design. Et si on fait des sauts comme ça dans le temps de l'histoire du design, on voit que c'est des pratiques qui reviennent régulièrement pour soit explorer des nouvelles pistes d'avenir, soit critiquer l'état du présent. Et donc, dans les années 60-70, ça s'appelait le design radical, et en particulier, c'était présent en Italie ou en Angleterre. Dans les années 90, ça s'appelait le droog design, le design sec. Et dans les Netherlands, et là-bas, c'était une... Max, je vous coupe 2 minutes parce qu'il y a plein de gens qui nous demandent ce que c'est que la définition du mot design et le rapport au design fiction. Alors, vous me corrigez si je m'exprime mal. Ouais. Pour avoir travaillé avec pas mal de designers, moi aussi, c'était pas clair avant ce que c'était que le design, parce que le mot est anglais, etc. Mais de mon point de vue tout à fait néophyte, le design, c'est la conception. Et en fait, si on comprend pas trop ce que c'est le design, moi, ça m'aide beaucoup de le penser comme de la même façon que l'architecture, c'est-à-dire que
c'est une méthode, une posture. Quand on a une problématique, pour comprendre comment y répondre de façon la plus intelligente et la plus qualitative possible. Et ça se base beaucoup sur l'analyse des besoins, l'observation des gens, etc. Et c'est ça, en fait, le design. Et ça découle au départ, les designers, etc., c'est ce qui a suivi les mouvements architecturaux. Et maintenant, c'est beaucoup plus large. On a du design UX, du design d'espace. Voilà. Alors, disons que c'est très bien, merci d'avoir résumé comme ça. Une des définitions que moi j'apprécie, c'est que le designer est en charge d'agencer notre habitabilité du monde. Et du coup, notre relation au monde, elle passe par des artefacts, donc des choses artificielles créées par l'humain, en partie. Et donc, du coup, cette définition du design, elle permet d'appliquer le design autant à du graphisme qui agence la manière dont on comprend le monde de manière visuelle, que des objets, que de l'architecture, d'intérieur, que des interfaces. Et donc, du coup, voilà, ça serait une définition de design très large qui fait qu'on peut y mettre l'architecture, on peut y mettre, comme on l'a vu dans les années 60-70, du design de mobilier dans les années 90, ou encore, là c'est un exemple, et du coup je reviendrai sur la question d'Antoine sur la documentation et comment sont faits les projets dans une seconde. Et pour finir sur le design, ici par exemple c'est un design d'objets / d'interface utilisé dans le domaine des design des politiques publiques en Angleterre par le design friction. Donc c'est ici une consultation citoyenne sur la loi relative à l'euthanasie qui est en cours de réflexion au Parlement. Et l'idée était de montrer à quoi pourrait ressembler une euthanasie à la maison grâce à un dispositif, grâce à un objet. Et en fait, faire cet objet de design, mais ne pas le vendre, mais plutôt s'en servir pour débattre et discuter, c'est ça le propos, c'est ça la démarche. Justement, je vais y venir dans un instant. Je vais vérifier parce que je vois qu'il y a encore des questions. Non, ça va pour le moment. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est bien ça, c'est ne pas faire un objet. La particularité du design fiction, c'est que l'intérêt de faire l'objet n'est pas de le mettre en action, mais de porter un discours et de débattre de sa fonctionnalité, de débattre de qu'est-ce que ça donnerait si tout d'un coup cet objet était déployé dans le réel. C'est exactement ce qui s'est passé pour cet objet-là, qui n'a pas été mis en production et qui a été uniquement montré dans des ateliers, dans des EHPAD et auprès de différents types de catégories de population pour sonder le public sur cette question de l'euthanasie. Et en fait, il y a eu deux branches historiques majoritairement connues de cette pratique, le design critique d'un côté, porté plutôt dans le domaine de l'art, ici par Paolo Antonelli au musée d'art moderne à New York, ou le design fiction, plutôt porté par Bruce Sterling, l'auteur de science-fiction, auprès de communautés de SF, auprès de communautés de science-fiction, auprès de communautés de la technologie, d'innovation de la Silicon Valley. Ça, c'est un peu les deux branches. Et pour ce qui est de l'origine également historique, peut-être que vous vous rappelez de cette scène de Minority Report. En bas à droite, on a Julian Blicker qui a écrit l'essai Design Fiction, et il parle de cette boîte. Il parle de cette boîte de céréales qu'on voit que mange notre héros et qui finit par jeter parce que ça l'agace que l'animation, on voit qu'il y a de l'animation sur la boîte de céréales, que l'animation ne s'arrête pas automatiquement comme elle est censée s'arrêter. Et donc on voit qu'on vit dans un monde où les packaging pourraient devenir des packaging animés. On voit ici là, sur l'image que ça dit. L'idée de Julian Blicker, c'était de dire qu'est-ce qui se passe si ces objets qu'on voit dans les films et qui servent juste à rendre le monde un peu plus crédible, on les sortait des films, on les posait sur la table et on essayait de s'en servir comme outil pour débattre de qu'est-ce qu'on veut, de quelle direction doit prendre la technologie ou d'autres sujets. Le seul problème, c'est que souvent, ces objets ont fini dans des expos, dans des musées. Et c'est là que, personnellement, j'ai travaillé sur cette question. Et donc, dans la liste de toutes les productions théoriques sur le sujet qu'on voit là, tout à droite se trouve ma thèse,
qui humblement essaye de proposer qu'on utilise cette forme de design non pas pour faire des expos, mais pour essayer d'ouvrir des espaces de débat. Super, je vois que tout le monde me suit. Du coup, j'enchaîne. Cette thèse, j'ai essayé d'en faire un certain nombre de publications, soit académiques, soit de vulgarisation via des conférences à trouver en ligne, si le sujet vous intéresse, ou d'articles. Mais le plus intéressant, ça a été d'essayer d'en faire d'autres types de pratiques. Donc moi, je suis également enseignant à Sciences Po, où on se sert de cette pratique-là en combinaison donc, du design fiction avec deux autres disciplines, la cartographie des controverses et la sociologie. Dans le passé, grâce aux imaginaires, cartographier les positions des acteurs dans le présent et projeter leurs arguments dans le futur pour voir quelles seraient leurs conséquences. Et ça donne des sessions de débat, ça donne des sites web, et peut-être quand la session sera finie sur LinkedIn, pour ceux qui avaient vu le post, je mettrai le lien de notre futur projet qui va sortir dans pas longtemps sur la mobilité électrique et les conséquences du déploiement massif de la voiture électrique. Mis à part l'enseignement, j'ai aussi, je suis prof de l'enseignement, mais le Design Fiction Club, c'est un séminaire indépendant qui se passe à Gaîté Lyrique. Vous voyez la Gaîté Lyrique ici, le centre culturel de la ville de Paris. Et c'est un lieu de découverte de ces pratiques. On voit beaucoup de projets. C'est un lieu de débat, de pratique du débat. Et c'est un lieu où on peut se réunir à l'époque. Mais sans se laisser abattre après, pour notre 3e saison, vous pourrez trouver les vidéos en ligne de nos trois premiers épisodes, et puis il y en a une dizaine qui attendent. Mais en attendant, vous pourrez retrouver la 3e saison en ligne, et je vous enverrai ces liens. Et ça, c'était pour un rapide tableau de ce que j'ai pu développer avec le design fiction, et avec partir de cette thèse, dont le projet politiquefiction.fr que je vous invite à aller voir, où on a essayé d'imaginer quel serait le futur de la France en fonction des programmes électoraux pour 5 candidats. Et le dernier point, donc en bleu ici, c'est aussi développer une pratique. On est hébergé à la Gaîté Lyrique et on a travaillé pour le ministère de la Transition écologique et solidaire qu'on a projeté dans un futur où la transition n'a pas lieu. On a pu travailler pour l'INRA où on les a essayé de mettre face aux conséquences de leur propre recherche. Ou encore, donc là, c'est ici un exemple de projet qu'on a déployé dans leur cafétéria pour leur faire manger les conséquences possibles de leur propre recherche, travail sur la nourriture, ou encore pour explorer des sujets liés à l'effondrement ou à des sujets complètement autres, qui étaient réimaginer les prisons sans enfermement. Et donc là, c'est le moment où je regarde le chat et que je demande combien de temps il me reste, pour savoir. Ça fait déjà 30 minutes qu'on est ensemble. Je pense qu'on peut se donner 5-10 minutes pour essayer de terminer, pour essayer d'éclaircir un peu la relation entre design et design fiction, et aussi montrer comment effectivement vous l'utilisez comme un outil pour créer des scénarios et qu'est-ce que vous cherchez à faire avec ces scénarios. Mais peut-être en se basant sur l'expérience qu'on a fait au tout début de votre intervention, c'est-à-dire vous nous avez fait réfléchir à qu'est-ce qu'on choisirait si on était à plus de 30 ans entre un type d'agriculture biologique et un autre type d'agriculture biologique. Mais in fine, c'est quoi le but de l'exercice en fait maintenant? Ça tombe bien, c'est ce dont j'espérais parler. C'est normal que je dépasse un peu parce que je n'avais pas prévu de m'arrêter au milieu, mais c'est génial qu'on éclaircisse au fur et à mesure. Donc, j'essaie de vous le faire en accéléré et on répondra aux questions à la fin. J'essaierai de m'arrêter pour laisser la place aux autres et on répondra à toutes les questions à la fin. Mais en gros, la question de pourquoi débattre, ça part d'un principe qui est que la démocratie a 2 points faibles. Le premier, c'est qu'elle se base sur le consensus, sauf que le consensus laisse toujours quelques voix de côté et marginalise certaines voix. Et l'autre, c'est que la rationalité est toujours pensée comme un des seuls moyens de venir à bout des conflits, alors qu'en fait, beaucoup des conflits et des opinions politiques et de nos visions sur la société s'ancrent en fait dans nos émotions, dans nos affects. Et du coup, ça, c'est la théorie de Chantal Mouffe, et qui du coup
suggère que nous devons trouver des manières d'ouvrir des espaces de confrontation des affects. Et donc, je me suis intéressé à faire des projets de design qui, comme on voit à droite, permettent une contestation mutuelle, ouvrent cet espace de contestation mutuelle. Et donc, du coup, comment designer pour débattre vis-à-vis de ce projet qu'on vient de vivre ensemble? Et c'est l'intérêt de commencer par ce projet, c'est de pouvoir le décortiquer. Eh bien, ça passe par 3 étapes. La première étape, c'est évidemment de trouver le sujet émergent à faire discuter. Ici, nous avions des manifestations sur la CRISPR-Food aux États-Unis, mais rien en France, à part ces 3 pages, à peine cette double page dans Le Parisien et qui n'a pas fait parler d'elle. Du coup, il fallait arriver à en parler. Deuxième étape, déjouer le consensus, c'est-à-dire d'aller trouver donc ça c'est un grand tableau de toutes les prises de parole d'experts qu'on trouvait dans les médias. Il a fallu essayer de les organiser pour essayer de créer une cartographie. Donc ça c'était la version brouillon, puis ça c'est la version finale. Une cartographie de la controverse pour savoir qui était de quelle opinion. Et donc du coup, dans chaque polarité d'opinion, on va trouver quelles sont les questions à débattre. Et puis dans cette grande carte, on va pouvoir essayer de faire circuler le débat. Et donc du coup, la troisième étape, c'est du design. Et donc du coup, le design, c'est là où il y a effectivement un gros travail de collecte des arguments que vous venez de voir, mais aussi de prospective sur quelles pourraient être les conséquences. Donc c'est proche de la prospective, même si c'est pas, c'est entre la prospective et la science-fiction, et on pourra en parler à la fin de la différence. Mais ici, on est parti d'une fiction qui était « Et si l'Europe votait oui ?» Ensuite, on a créé des objets à partir de cette fiction. Si l'Europe votait oui, et qu'on prenait cette cartographie et qu'on essayait de créer un objet par argument, qu'est-ce que ça donnerait? Et enfin, donc ça donne ces objets-là qu'on peut manipuler, toucher. Et enfin, dans quelle situation débattre? Et donc la situation, c'est ici, ça a été à l'époque, ça a été en présence, mais ça peut se passer en ligne. Et surtout, le public a été composé on a invité des personnes qui correspondent aux 10 catégories publiques intéressées par le sujet. Et ça, c'est aussi un travail actif. On a outillé le débat avec du matériel pour arriver à voter, pour arriver à positionner ses opinions, pour arriver à apprendre des informations qui nous manquent pour participer, ou encore pour pouvoir débattre de manière collective avec des papiers sur « je suis d'accord, je ne suis pas d'accord ». Et puis même ce jeu de rôle de se projeter dans le futur est une part du design, en tout cas du travail de création. Et du coup, on en vient à cette question-là. Soit je la garde pour tout à l'heure, comme ça je laisse la place aux autres, soit j'y réponds maintenant. Voilà, je te laisse choisir. Qu'est-ce que vous préférez sur le chat? Est-ce que vous préférez y répondre maintenant, comme ça c'est plus clair dès le départ et vous arriverez mieux à suivre les autres intervenants, ou vous préférez qu'on garde ça pour la fin? Mettez oui si vous voulez qu'on réponde maintenant. C'est ça participatif. Oh, j'ai l'impression que c'est des oui. Alors allez-y, on va finir avec la question. En plus, il y a plein de bonnes questions. Je suis en train de voir. Donc, merci Bastien d'abord d'avoir clarifié une des définitions. J'ai vu aussi qu'il y avait un article qu'on a coécrit ensemble sur ces sujets. Et je pense que ça répond à beaucoup de questions sur Horizon Public qui est sorti, je vous le conseille. La différence, et plutôt les complémentarités entre ces pratiques, je pense qu'en fait, la prospective, souvent, en majorité, est utilisée pour anticiper des scénarios et s'y adapter. Une petite partie de la prospective est utilisée pour plutôt essayer d'explorer quelles sont les conditions d'émergence d'une bifurcation possible pour le futur, et non pas comment s'adapter à ce qui risque d'advenir. Et cette deuxième partie-là est quand même souvent beaucoup plus explorée par la science-fiction, qui, elle, va essayer d'explorer des scénarios on va dire transverses ou diagonales ou différents de ce que, voire même parfois complètement des planètes qui n'existent pas du tout par rapport à ce que l'on vit, mais qui restent des sources d'inspiration. Donc, donc l'intérêt, à mon avis, du design fiction, c'est de travailler en collaboration avec ces deux approches-là, voire de les faire dialoguer et de savoir comment on s'adapte à des bifurcations qu'on aimerait prendre dans la société. Le deuxième aspect, c'est sur l'aspect on pourra parler des méthodes un peu après, si vous voulez. Mais en attendant, le deuxième aspect, c'est l'un des intérêts spécifiques de cette approche, c'est que vis-à-vis des scénarios qu'on produit, on essaie de sonder les normes, on essaie d'inclure dans le débat et dans la réflexion les normes et les valeurs sociales
pour l'exemplifier avec une image, souvent quand je montre ce projet, que je fais un sondage sur est-ce que vous trouvez que ce futur serait préférable ou non préférable, ici on a un futur où on pourrait accoucher d'espèces en voie de disparition comme le thon rouge pour ensuite pouvoir les manger comme un sushi. Généralement, ça polarise énormément le débat. Tandis que si je repose la même question vis-à-vis de la fameuse baguette OGM qu'on a découvert tout à l'heure, on a une sorte effectivement de dégradé d'opinion. Et donc, on commence à avoir au milieu de groupes de personnes qui étaient généralement polarisées au début du débat parce qu'elles arrivent avec leurs idées préconçues sur les OGM, on commence à avoir des espaces qui se créent, on révèle ce que Chantal Mouffe appelle les frontières politiques, et donc du coup, on arrive à commencer à identifier des frontières sur les valeurs sociales et sur les normes sociales qui structurent par-dessous les opinions politiques. Donc ça, c'est un aspect, à mon avis, différent de la science-fiction et de la prospective qui est complémentaire. Et le dernier aspect, c'est que forcément, quand on passe par des objets, on arrive à adopter une posture qui est participative. Et donc, une des approches spécifique, c'est d'arriver à faire dialoguer les différentes opinions, comme on l'a vu dans la carte. Mais une manière de le faire, qui est vraiment spécifique au design, c'est de passer par des objets. Et quand on passe par des objets, en fait, on permet une vulgarisation qui permet de passer d'un objet à un système. C'est-à-dire que quand on a montré la bouteille tout à l'heure, en fait, on pose la question de quelles sont les régulations qu'on voit sur la colonne de droite, quelles sont les régulations qui les encadrent, comment les assurances assurent ou non les agriculteurs, comment les journaux parlent du sujet et comment la matière utilisée, les matières premières sont utilisées. En fait, l'objet réside au centre finalement d'un réseau, de tout un système. Et passer de cet objet jusqu'au tout le système, c'est une des particularités. Donc, c'est le troisième point que je listais ici. Rendre accessible la complexité d'un sujet et donc permettre de faire de la concertation de manière participative sur des enjeux parfois très complexes. Donc l'essentiel, c'est ça. Pour finir, je vais le laisser afficher et comme ça, je m'arrête de parler à cet endroit-là. Puis s'il y a d'autres questions, on pourra y revenir à la fin. Alors, pour ce qui est de la méthode et tout ça, vous inquiétez pas parce que je pense que les autres intervenants vont aussi nous parler de la méthode qu'ils ont utilisée. Donc, on verra à la fin s'il y a toujours des questions, mais ça vous permettra de mieux comprendre comment concrètement on fait du design fiction en termes d'organisation, etc. Par contre, Max, merci beaucoup pour cet éclaircissement parce que on comprend bien que par rapport à d'autres méthodes de prospective, le design fiction, ça va permettre d'engendrer un débat parce qu'on réfléchit à des choses qui sont désirables ou non. Et du coup, on va peut-être plus loin que juste essayer de s'adapter à une situation qui va arriver et qu'on ne peut pas modifier. Peut-être qu'on peut carrément se dire, mais en fait, si ce futur n'est pas désirable, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour éventuellement ne pas y parvenir et qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on ne veut pas, qu'est-ce qu'on envisage. Donc ça, c'est assez intéressant du point de vue démocratique. Je vois qu'il y a plein de questions sur le chat. On va essayer de les garder pour la fin. On va donner la parole à Régis. Merci Max beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour les questions. Hein. C'est génial. Là, je suis en train de les regarder depuis tout à l'heure. Je vais les copier-coller dans un coin, puis comme ça, on essaiera de voir. Je phosphore pour voir comment vous répondre à la fin. J'ai hâte de voir la présentation de Régis et du troisième intervenant. Super. Alors, à tout à l'heure. Et du coup, là, on laisse la parole à Régis. Donc, Régis, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, Régis, vous travaillez à la CNIL et plus particulièrement sur le laboratoire d'innovation numérique de la CNIL. Je vous propose, pour commencer cette intervention, de prendre un petit temps pour nous expliquer ce qu'est la CNIL et ce que vous faites au Link, quels sont vos objectifs et vos missions. Tout à fait. Et j'ai 20 minutes, on est d'accord. On n'est pas à 5 minutes près. Les gens qui n'ont pas le temps de finir. Non, mais c'est parce que pour laisser la place aussi à la personne après. Donc, bonjour, moi je suis Régis Châtelier, je travaille effectivement à la CNIL, où je suis chargé des études de usage, innovation et prospective au sein du Link, qui jusqu'à présent était une entité non institutionnelle, au sens où c'était pas un service de la CNIL, c'était porté par un pôle dont je faisais partie, innovation et prospective, avec l'apport d'ingénieurs avec qui nous travaillons, avec le Link qui a une triple mission, qui
qui s'inscrit au sein de la CNIL. Donc la CNIL que vous devez connaître, hein, enfin on connaît tous, on est assez souvent présent en tout cas dans l'espace public, mais dans le débat public, mais c'est l'autorité de protection des données française, donc une autorité administrative indépendante. Nous sommes une petite structure au regard de notre mission, puisque notre mission est très très large et de plus en plus, et nous sommes en tout à peu près 240 personnes pour l'ensemble des missions, tous basés au même endroit, donc on n'a pas de présence, on n'a pas d'agences, différentes agences, et une institution qui est principalement juridique, puisque notre mission c'est de faire respecter le RGPD, la loi informatique et liberté, et principalement des juristes, environ 75%, beaucoup d'ingénieurs, de docteurs en discipline informatique, chiffrement, etc., qui représentent à peu près une vingtaine de pourcents des effectifs. Et nous, notre position au sein du Link, on a un mélange de compétences qui sont 3 personnes qui sont de profils pluridisciplinaires, dont je fais partie, type Sciences Po, géographie de la santé, on a eu des économistes aussi, 2 ingénieurs de formation, et une designer qui est également qui a travaillé avec nous depuis également 5 ans à la CNIL et qui par ailleurs est également spécialiste de design fiction. Donc on est une équipe pluridisciplinaire et notre objectif, en tout cas, c'est à la fois notre objectif, c'est d'explorer ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Donc, toute la mission prospective, d'anticipation des usages, de leur impact sur la vie privée et des libertés. Expérimenter, on a toute une partie expérimentation avec développement d'outils, d'outils technologiques, de logiciels, ça a pu nous arriver de différentes choses. Et échanger, on est un peu les points de contact avec les écosystèmes de l'innovation au sens large, que ce soit au sein des entreprises, des institutions, des associations, etc. Avec tout ce que je vous raconte, ça prend la forme également d'un site qui s'appelle link.cnil.fr, qui est un sous-domaine de la CNIL que nous portons également, qui est le site de toutes ces missions. Et je vous partagerai également des liens au fur et à mesure. Et donc, parmi ces missions, aujourd'hui, je vais vous présenter principalement la partie explorer, mais qu'il faut bien voir comme étant totalement reliée à la partie expérimentation, à la partie échange, puisqu'au final, tout ça entraîne de la même, ça partie de la même pratique en fait, et c'est pas différencié. Et donc, juste par rapport à explorer, comment nous faisons ce travail, en fait, déjà par rapport à notre prospective et par rapport au sujet. Ici, on parle beaucoup de transformation publique. Donc, nous, on n'est pas tant sur la transformation de la CNIL que sur notre cœur de sujet qui est la protection des données, avec l'objectif justement de faire de la prospective et d'avoir recours au design fiction, à la fois pour les parties prenantes des sujets que nous aurons à traiter, dès lors qu'on va parler de protection des données, mais aussi pour nous-mêmes, pour voir de quelle manière nous allons pouvoir nous-mêmes nous adapter pour finalement être en capacité de pouvoir répondre à nos besoins, puisque ce que je vous ai dit, c'est qu'on a on est très peu nombreux par rapport à nos missions, donc le fait d'avoir une capacité d'anticipation sur nos sujets est assez importante, à minima pour être prêt techniquement sur les sujets, voire juridiquement quand il s'agit de produire la doctrine. Donc c'est vraiment dans cet objectif. Donc on est à la fois vers l'extérieur et vers l'interne, avec des ressources qui sont toujours partagées, la plupart est publiée en Creative Commons d'ailleurs, pour la plupart, et qui a vocation à éclairer l'extérieur sur nos sujets, donc donner la vision de la CNIL, mais aussi de faire de centres ressources pour les personnes de la CNIL qui vont y trouver évidemment les moyens de réfléchir à des sujets, alors même qu'elles ont par ailleurs la tête dans le guidon. Quelle forme ça prend? Ça prend la forme de cahier innovation et prospective. Donc, on en a publié 8 jusqu'à aujourd'hui depuis 2012. Le premier, c'était en 2012. Donc, c'est un tous les années, 1 et 2 mois, donc un peu plus d'1 an à chaque fois en moyenne, sachant que ça s'est accéléré sur la fin. Avec, à chaque fois, on va aller explorer un sujet avec une partie qui va être très analytique, de veille, d'analyse des tendances et pointer les grands enjeux sur la protection des données. Donc, le bleu, c'était sur le Quantified Self, les données de santé. La plateforme d'une ville, c'était sur la Smart City, enfin les villes numériques. On avait fait les industries créatives, le design, les civic tech, et le dernier sur la perception des personnes de la protection des données. Et à chaque fois, on fait tout ce travail par nous-mêmes. C'est des choses que nous écrivons par nous-mêmes, basé sur un gros travail de veille prospective qu'on établit tout le temps. Et également aussi, important à savoir, c'est qu'on a aussi un pied dans l'activité de la CNIL. On n'est pas séparés. On participe aux travaux internes de la CNIL pour pouvoir les éclairer. Avec justement, c'est notre capacité à être dans nos sujets, au plus proche de nos sujets, qui doit nous permettre d'être pertinent dans ce que je vais vous montrer par la suite. Et une deuxième type de publication, c'est le lien que je vous ai partagé tout à l'heure. Sur le lien, donc les cahiers IP, vous pouvez tous les retrouver dans l'onglet publication du site.
ici. Et sur le link, en fait, c'est un peu ce qu'on va faire sur un cahier IP, qui est un travail un peu approfondi pour aller jusqu'à de la recommandation. Sur le site Link, ça va être plutôt de la documentation au fil de l'eau de notre perception de différents sujets pour creuser notre sillon, pour parfois arriver à des sujets. Donc, on a toute une série sur les assistants vocaux, sur les cookies, sur pas mal de sujets, vous pourrez en trouver. Avec, depuis le site qui a maintenant 5 ans, il doit y avoir à peu près 300 articles, ou un peu plus, je ne sais pas. J'ai arrêté de compter, je vous avoue, sur ces différents sujets, également parfois des interviews. Et l'objectif, c'est vraiment de partager au maximum ce qu'on peut faire, et parfois d'être un peu un point de référence pour l'extérieur sur nos sujets. Avec un public qui, il faut bien le savoir, on vise pas le grand public au sens large, on fait pas de la vulgarisation de nos sujets, mais c'est plutôt de se mettre au niveau des parties prenantes du sujet pour être audible et entendu quand on va se mettre en contact avec eux ou produire des recommandations. Donc voilà, on vise pas le grand public, on vise les personnes intéressées, donc tout le monde peut lire, hein, c'est pas des textes de droit, mais voilà, il s'agit de c'est pas un exercice de vulgarisation des sujets en tout cas. Et à chaque fois, en fait, dans nos publications, donc à chaque fois, je vous ai montré les cahiers, à chaque fois, et depuis très longtemps, puisque le cahier qu'on voit à gauche, il date de 2013, on a recours soit scénario de prospective, comme c'est le cas en 2013, soit de plus en plus un mix entre scénario de prospective et design fiction, qui vont accompagner chacun de ces cahiers pour justement, ce que expliquait très bien Max et puis également Bastien, c'est pour produire des outils pour faire réfléchir les personnes sur nos sujets, avec la particularité de notre sujet, c'est qu'on est sur un sujet qui est très porteur d'imaginaire. La fiction l'a beaucoup traité, notamment. Et à chaque fois, on va produire ces cahiers suivant différentes formes, soit par nous-mêmes, parce qu'on est en capacité, à force de baigner dedans, dans ces techniques, de pouvoir soit alors, faut juste, je crois que quand les personnes touchent voilà, la présentation, ça bouge. Soit par nous-mêmes, soit en se faisant accompagner, ou parfois par des personnes dont c'est le métier, des agences de designers, pour pouvoir établir ces différents projets. Donc à gauche, c'était un scénario prospective de la journée de Léa avec ses capteurs en l'an 2000 quelque chose, quand on lui aurait mis des capteurs de Quantified Self pour sa productivité. Je vous présenterai plus spécifiquement le travaux sur la ville et un petit peu celui sur le design par la suite. Mais globalement, pourquoi avoir recours comment et pourquoi le design fiction pour nous, en fait? Alors, scénario de prospective et design fiction. Alors, scénario de prospective, c'est ce qu'expliquait un petit peu Max tout à l'heure. En fait, un scénario de prospective, on va essayer de produire un outil qui va être le plus souvent d'ailleurs un outil écrit de travailler sur les tendances émergentes, les signaux forts, pour produire finalement un scénario à 5, 10, 15 ans, ça dépend, il y a plusieurs exercices, pour produire des scénarios possibles de ce qu'il adviendrait en fonction des signaux que nous voyons arriver, pour se faire réfléchir. Donc ça se ressemble. Et la design fiction, en fait, c'est créer un objet, un artefact, un objet de fiction dont on revendique le fait qu'il soit fictionnel, mais basé sur un travail de compréhension du présent et des possibles futurs, pour être en capacité de cet artefact de nous faire un peu sortir de notre vision pour mieux réfléchir. Et c'est justement pourquoi c'est important pour nous de travailler le design fiction, parce que finalement, le problématique aujourd'hui, quand on va réfléchir à un sujet, au futur d'un sujet, parfois on est trop pris dans notre quotidien, et avoir ces objets qui sont séparés finalement de nous permet justement d'avoir une capacité à les réfléchir un petit peu différemment, et c'est assez important pour nous. Et globalement, quand on va faire du design fiction ou du design, hein, ou même du scénario de prospective en partie, mais des fois ça peut se mêler, on peut faire un scénario de prospective accompagné d'un objet de design fiction dont je pourrais vous parler. Et l'objectif, c'est que là, quand on se positionne aujourd'hui, on va travailler sur ce que j'ai appelé sur le demain et l'après-demain, mais aussi sur l'à côté, je pourrais dire en même temps. C'est-à-dire que comment finalement notre objectif, nous, quand on fait de la prospective, c'est d'agir sur le demain. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de la prospective à 30 ans parce que ça n'a pas d'intérêt. Notre objectif à nous, c'est d'avoir un effet sur la manière dont la CNIL va travailler ou les acteurs vont travailler. Donc l'idée, c'est de faire réfléchir aux personnes aujourd'hui pour demain, en créant des scénarios et des designs fiction dans l'après-demain ou l'à côté, pour mieux être en capacité de réfléchir comment le demain finalement va nous éviter ou nous permettre d'y aller, si c'est des scénarios qui sont souhaitables, vers un après-demain. Et donc, pour l'après-demain, l'exemple que ça peut prendre, c'est que nos travaux, on va les réaliser de plusieurs manières. Ça peut être en interne par nous-mêmes. Donc, je vous ai dit, on est 3 personnes qui sont habituées à ce type d'exercice, avec une personne qui est designer sur le sujet, pour réaliser par nous-mêmes des outils. Donc, ce scénario que vous pouvez retrouver dans ce cahier
a été rédigé en interne directement par nous-mêmes sur la base de nos travaux de réflexion, une capacité à nous projeter et à pousser les grands enjeux, les grands débats. Ou alors avec des travaux, c'est dans un cahier sur le design qu'on avait publié en 2019, où notre objectif c'était de traiter du design des interfaces comme étant un des éléments importants de la protection des données. Et on avait inséré une espèce de faux magazine que vous voyez qui s'appelait Huguet Erita, avec leur autorisation pour Huguet Erita, où on imaginait de nouveaux types d'interfaces et des nouveaux design fiction, où dans ce cahier justement, on va pouvoir retrouver, alors, tac, vous pouvez le retrouver ici si vous souhaitez le voir. Tac. Dans ce cahier, vous allez pouvoir le retrouver en fait des design fiction, c'est-à-dire des artefacts où il y a une publicité pour un Tamagotchi IA. Donc c'est le Tamagotchi du futur qui était finalement une IA qui nous accompagnait dans la préservation de notre vie privée pour nous donner les bons conseils, les bons tips au fur et à mesure pour pouvoir justement encore une fois réfléchir sur le sujet. Alors je ne vais pas développer plus cela parce que j'en développe ensuite, mais à chaque fois l'objectif c'est justement de faire réfléchir, de voir comment ça peut se qu'est-ce qui se passerait si finalement on laissait tout ouvert et que la technologie avançait et quels sont finalement les possibles non souhaitables parfois sur nos différents sujets. Et l'autre manière de faire que l'on va pouvoir avoir, c'est alors c'est accompagné avec 2C mais pas avec 2O, hein, c'est donc de faire appel à des agences. Ça peut nous arriver assez régulièrement dans le cadre de notre cahier parce que on est aussi très occupé sur la rédaction et aussi il y a des agences qui le font très très bien pour pouvoir réaliser des travaux qui accompagnent encore une fois nos cahiers IP. Donc sur le dernier cahier IP, sur le cahier IP sur la ville notamment, on avait eu recours à ces outils en créant 3 scénarios à horizon 2026 des services dans la ville où en fait à chaque fois c'est des travaux qu'on répète en fait à chaque fois on part globalement d'une veille sur la fiction. Souvent, on s'était basé sur des veilles sur la fiction, sur les différents éléments qu'on pouvait trouver dans différentes œuvres fictionnelles, que ce soit cinéma, dans la littérature ou autre, des éléments dans la ville qui pourraient être intéressants pour nous. On avait créé également des villes imaginaires, donc là c'était Lille en 2026, et des problématiques à régler. Et on avait organisé des ateliers avec une agence qui s'appelait 5x5 à l'époque, des ateliers où on avait réuni des experts de la ville, des experts aussi de la protection des données, pour co-créer des services à horizon 2026, où on demandait aux personnes de finalement pousser les curseurs assez loin dans l'utilisation des technologies et des données, pour voir quel serait le type de service qu'on pourrait utiliser. Celui-là, c'était la création d'un civic bot et l'utilisation des données pour produire de la politique publique en direct. Et ce qui était intéressant, c'est que dans cet atelier de co-création avec ces acteurs de la ville, en fait, on les fait sortir de leur cadre eux-mêmes pour se projeter via des techniques d'animation d'atelier pour la création d'un service. Et dans un deuxième atelier, on avait refait un atelier pour imaginer ce que ça pouvait vouloir dire sur la production des politiques publiques et quels seraient les débats qui pourraient être occasionnés par ce civic bot qui pourrait être mis en place à Lille et où on imaginait que justement ça permettait de voir que les boucles de rétroaction de la production de politiques publiques par les données posaient des problèmes parce que la donnée n'est pas neutre et parce que finalement il y a toujours de l'humain derrière. Mais d'un point de vue de méthodologie, ce qui était intéressant, c'était le travail toujours sur la fiction, la création de villes dans lesquelles on imagine un service et toute une manière de développer des éléments qu'on peut retrouver. Donc, dans ce que je vous raconte ici, il y a la méthodologie qui est en partie partagée sur notre cahier. Je pourrais vous le partager également. Je vous le mets le PDF tout de suite. Vous allez avoir plein de liens comme ça. Il y a des tableaux qui montrent un petit peu comment on a fonctionné dans l'animation d'atelier à la fin de ce PDF. Et plus récemment, on a travaillé avec un groupement avec l'agence, avec Casus Ludi, avec Chronos et avec Daniel Kaplan, sur l'accompagnement de nos travaux sur la protection des données et la perception de la protection des données par les personnes. Et on a tout un travail qu'on a mené qui a été mené par cette agence avec qui on a contribué, pour justement travailler sur tous ces triptyques, justement, pour pouvoir produire encore une fois des futurs spéculatifs et des scénarios pour
mené 3 approches complémentaires qui avaient été mobilisées et proposées justement pour cette démarche. Travailler sur les imaginaires. Donc, on a commencé par faire un appel aux imaginaires, un appel public aux imaginaires pour que les personnes nous partagent des éléments des imaginaires, de la fiction sur la vie privée en 2030, pour savoir un petit peu ce qui pourrait être possible. On a un appel public, duquel on a tiré une analyse qu'on peut lire sur cette publication, qui encore une fois est disponible sur le cahier, si vous voulez les retrouver assez rapidement. Elle a d'ailleurs déjà été partagée. Afin de produire 3 futurs spéculatifs qui décrivent chacun un écosystème de valeurs en 2030 et comment finalement il peut y avoir des modifications dans la perception de la production des données et surtout dans les services mis en place. Et enfin, des design fiction qui font appel à des objets fictionnels que je vais vous présenter tout de suite avec 2 exemples et volontairement provoquants justement pour matérialiser les enjeux et les controverses. Parce que l'objectif du design fiction, c'est justement de faire réagir. Et faire réagir sur nos sujets, c'est justement dire attention, qu'est-ce qui pourrait se passer demain si vous souhaitez le faire. Et l'exemple que je vais prendre ici, c'est un des 3 futurs spéculatifs que l'on a présenté. C'est un qui s'appelle l'ingérence face aux ingérables. Et en fait, c'est justement, je voulais présenter celui-là parce qu'il est plus proche de ce que pourrait faire le public et notamment des projets gouvernementaux, puisque dans ce futur spéculatif, qui est une partie plus proche scénario d'ailleurs qui va être écrite, que vous pourrez voir, et des design fiction, qui va être en 2032, la puissance publique a recours à des moyens aussi inattendus que questionnables pour s'ingérer dans le quotidien de ses concitoyens. L'idée était de partir que finalement un État paternaliste et protecteur pourrait avoir la volonté, avec les données des personnes, de mieux les protéger d'elles-mêmes ou de mieux protéger de la société, et finalement de voir comment, si on tisse le fil encore récemment, il y a des publications il y a un livre sorti cette semaine qui expliquait que finalement la surveillance par l'État n'était pas un problème, qui peut nous poser un problème à la CNIL pour les libertés. Et justement, on est allé sur ce sujet et je vais prendre 2 exemples de design fiction qui ont été produits par Casus Ludi notamment, qui était ce premier cas, qui était justement la mise en place d'une stratégie d'inoculation du risque numérique. Puisque finalement, ce qu'on a pu développer aussi dans notre cahier par ailleurs, c'était que bien souvent, dans la protection des données, souvent il y avait un aspect un peu normatif de quels sont les bons usages du numérique versus les mauvais usages, et que finalement une personne qui était victime d'un trouble lié à la protection de ses données était souvent presque coupable d'avoir utilisé le mauvais service, alors que ce n'était pas du tout le cas, et que nous, on milite pour la prévention positive. Et donc, à l'inverse, on pouvait imaginer dans ce design fiction que l'État, en 2032, avait cette stratégie d'inoculation des risques qui consistait justement, via un système basé sur les données, à identifier un individu qui négligerait sa protection des données, qui potentiellement se mettrait lui-même en danger, éventuellement d'autres, pour pénétrer son intimité numérique et l'exposer à des risques. Et donc, finalement, ce serait l'État qui aurait une stratégie de usurpation d'identité et de compromission, de partage d'informations compromettantes, de cyberharcèlement, pour mieux prévenir la personne des risques qu'elle encourait, afin qu'elle ait une prise de conscience de ces risques et qu'elle ait des comportements adaptés, avec une forme de vaccination numérique sur les bons et les mauvais usages, afin de justement pouvoir le faire. Et ce qui est intéressant, c'est que l'objectif avec cette chose-là, c'est de voir que ça reprend pas mal d'éléments qu'on retrouve dans notre cahier par ailleurs, et voir que finalement, parfois, alors je ne dis pas qu'on y est proche, mais parfois on peut avoir des velléités de se rapprocher de ce type d'usage notamment, et qu'il s'agit justement de faire réfléchir dessus. Alors c'est fait pour échanger, donc peut-être que des personnes ici trouvent ça génial comme idée, et on va en parler. L'objectif, en tout cas, c'est d'en parler et de provoquer une prise de conscience, puisque potentiellement, pourquoi pas, certains seraient très d'accord qu'on aille surveiller leurs adolescents un petit peu plus. Je voyais aujourd'hui, c'est TikTok qui a je crois, une nouvelle lampe de chevet qui permet de surveiller les enfants pendant qu'ils font leurs devoirs. Donc pourquoi pas, finalement. Et pourquoi pas en discuter, on n'est pas tout d'accord. Et l'autre exemple que je souhaitais vous présenter, c'est justement ce plan de désinformation vertueuse qui a pour objectif de renforcer la reconnaissance faciale. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats sur la reconnaissance faciale, avec des débats que nous portons à la CNIL et assez fortement, puisqu'on a encore publié il y a quelque temps un appel à un vrai débat public éclairé sur le sujet, puisque c'est un peu un sujet qui n'est pas assez débattu selon nous, et que finalement, dans ce constat, en 2032, on voyait que les citoyens qui investissent massivement dans les solutions qui perturbent les capacités des reconnaissances faciales, on voit passer sur les réseaux sociaux en ce moment pas mal d'outils qu'on avait déjà publiés il y a quelques années, de techniques de maquillage ou autres pour se détourner de la reconnaissance faciale. Il y avait eu pas mal d'exemples aussi
à Hong Kong à l'époque. Et donc, c'est l'idée d'une fausse citation virale qui pourrait être partagée sur les réseaux sociaux pour amener les citoyens à diminuer leur comportement anti-reconnaissance faciale. Et l'espèce de fake news ou d'infox serait de dire « mais non, mais vous inquiétez pas, la reconnaissance faciale ne marche pas. De toute façon, on n'a pas les moyens de le faire et techniquement, ça n'a jamais marché. Donc, de toute façon, comme de toute façon les caméras sont fausses, ne vous inquiétez pas, allez librement et vous ne serez pas surveillés. » Un moyen détourné pour nous faire un peu perdre notre attention sur les sujets, et un moyen pour nous de dire aux personnes que tous ces sujets, en fait, c'est des sujets dont parfois on a du mal, et ce sera la fin de ma présentation, à pouvoir les faire discuter dans l'espace public. Et l'objectif de ces outils, c'est vraiment de pouvoir faire réfléchir, discuter. Et donc, il y a toute une série que vous pourrez retrouver, encore une fois, dans ce cahier ou dans tout ce que je vous ai partagé. Et l'objectif, c'est vraiment celui-là, en fait. L'objectif, c'est le débat. L'objectif, c'est de réfléchir ensemble sur la base de cet artefact et justement de sortir un petit peu des choses un peu trop cadrées de quels sont les enjeux, est-ce que c'est dangereux, etc., mais de se mettre devant une forme de fait accompli d'un design fiction pour mieux le réfléchir. Et d'autant plus dans un sujet comme le nôtre qui est ce que parfois on a une perception assez éloignée du risque. Et enfin, un dernier, c'était avec l'ensemble de la CNIL. On travaille, nous, alors c'est peut-être plus de la transformation numérique. On s'est livré un exercice de production de micro-dystopie, qui est un format qui a été inventé par une personne qui s'appelle François Houst sur le micro-dystopie du futur, où en fait, c'est toutes les personnes de la CNIL qui ont participé à rédiger des micro-dystopies, qui sont des petits textes de 280 caractères, pour imaginer le futur en 2030. De ce qui pourrait être fait. Et ce qui est intéressant, c'est que les agents de la CNIL, dont c'est pas le métier de faire la prospective, qui eux-mêmes se mettent en situation de créer des éléments qui vont faire réfléchir. Et en fait, c'est dans toute cette démarche que l'on est. Et la CNIL, on n'a pas trop de mal à le faire parce que nos sujets sont naturellement prêts à cela. Et d'ailleurs, les gens sont très très bons pour le faire. Ça fait que finalement, on engage tout le monde dans ces réflexions et que notre capacité, nous, à percevoir les risques au-delà des risques visibles, ça fait partie de notre métier en fait. Et donc, c'est important pour nous de tous participer à ce type d'outils. Et enfin, pour terminer, pour pas trop déborder, ce qui est important pour nous, c'est pas juste de rester dans l'après-demain ou l'à côté, mais de revenir sur le demain et d'avoir une action sur la CNIL ou sur l'extérieur. Et je prends un exemple ici sur la ville. On avait pu produire en parallèle de ces scénarios des scénarios de partage des données dans la Smart City qui soient respectueux de la protection des données, qui puissent permettre justement de produire des services pour l'intérêt général et l'intérêt public, que je ne vais pas développer ici, mais qui était intéressant parce qu'on l'a produit en 2017 et qui aujourd'hui encore nous a servi au moment de différentes occasions. Et aujourd'hui encore, le partage des données, on avait fait de la prospective et aujourd'hui, en fait, c'est encore un sujet que la CNIL va travailler, et notamment via la mission éthique. Donc, c'est un sujet où finalement, ça met du temps parfois à maturer, mais ça vient. Un autre sujet ici, c'était sur l'importance du design. Et en fait, notre objectif, c'était de faire entrer le design dans les pratiques de la CNIL. Il faut savoir que ce cahier, qui avait pour vocation à faire en sorte de prendre en compte le design dans l'analyse en conformité, a permis nous-mêmes d'avancer sur ce sujet. On a un site dédié, on a déjà utilisé le design, et l'objectif, c'est justement de faire rentrer des designers à la CNIL ou ailleurs ou faire participer les designers à la protection des données. Et ça a déjà produit quelques effets et on continue à avancer dessus. Et un dernier sur la protection des données qu'on a essayé de pousser, donc ça c'est tout nouveau encore, c'est de voir comment justement, alors que la protection des données est un droit individuel, on aurait des leviers collectifs pour protéger la vie privée, et notamment encourager le développement et la création de corps intermédiaires de la donnée, parce que, et c'est un peu le cas des design fiction, ça montrait que si collectivement on ne se saisit pas de nos libertés pour essayer de les défendre, que ce soit dans le milieu du travail, protection des données, des libertés, du milieu du travail, dans l'espace public ou ailleurs, finalement, on va avancer vers la mise en place de services qui vont être risqués pour nos libertés. Et l'objectif de faire réfléchir, c'est pas seulement pour nous-mêmes, mais que des corps intermédiaires, que ce soit des associations, des syndicats ou autres, se saisissent de ces sujets pour justement les prendre à bras le corps. Donc voilà un peu notre objectif à chaque fois. Ça prend parfois du temps, mais ça fait réfléchir. Et pour répondre à une question sur comment utilisez-vous après ce qui sort de ces débats, nous, on les utilise au quotidien, en fait. C'est-à-dire que l'objectif, c'est que les personnes... C'est-à-dire que c'est une chose de dire aux personnes, protégez vos données, respectez le RGPD. C'en est une autre de les faire réfléchir aux conséquences. Et en fait, si on n'a pas une vision globale des conséquences possibles, on a parfois du mal. Et l'exemple que je vous ai
pas dit, je voulais vous le dire, c'est que c'est l'exemple de la protection des données, qu'on fait souvent le parallèle avec la protection de l'environnement. C'est que bien souvent, si vous regardez la télé par exemple, et que vous voyez qu'il y a des bébés phoques en train de mourir sur la banquise parce que il y a le changement climatique, ça va pas forcément vous empêcher de prendre votre SUV pour aller acheter le pain à 300 mètres de chez vous, parce que vous aurez oublié, vous ferez pas le lien direct en fait. Et de la même manière avec la protection des données, parfois on fait pas très attention parce que le risque il est assez éloigné finalement. Et le fait de réfléchir et ensemble sur ces sujets, d'avoir une capacité de projection dans l'après-demain ou dans l'à côté, doit permettre à chacun, qu'on soit impliqué dans la protection des données, soit une personne lambda, de pouvoir se poser les bonnes questions. Donc c'est vraiment l'objectif que l'on a avec cette démarche. Merci beaucoup, Régis, pour cette intervention passionnante et hyper claire. J'espère que tout le monde a mieux compris ce que c'était que le design fiction et comment concrètement on pouvait l'utiliser sur un sujet comme la protection des données, qui est un sujet qui nous concerne tous. Et du coup, c'est important d'en débattre et de réfléchir aux conséquences. Vous pouvez trouver toutes ces infos sur la CNIL, le site Link. Je vous invite à lire les cahiers et tout le reste, c'est passionnant. Franchement, c'est génial. Donc, allez-y, ça fait des bonnes lectures pour cet été. Je vais maintenant laisser la parole à Mathilde. Merci beaucoup, Régis, encore une fois. Pour que vous puissiez nous représenter, Mathilde, l'association des jeunes de l'IHEDN, qui s'est aussi lancée dans une démarche de prospective et plus largement de design fiction. Donc Mathilde, je vous laisse la parole, comme ça vous pouvez nous présenter l'association, ce que vous faites, vos missions, et ensuite on pourra parler plus particulièrement de la démarche que vous avez menée à bien. Bonjour à tous, merci beaucoup de nous avoir invités ce matin pour ce webinaire. Alors, je vais juste partager quelques slides de présentation si c'est possible. Ah ben voilà, c'est parfait. Donc, je suis Mathilde Herman, je suis responsable du comité Armée du Futur d'une association qui s'appelle les Jeunes IHEDN. Alors, que sont les Jeunes IHEDN? C'est une association loi 1901 qui est rattaché à l'IHEDN, donc qui est l'Institut des hautes études de défense nationale. Notre métier, en fait, notre association, c'est une association de jeunes qui sont intéressés par le monde de la défense et de la sécurité. C'est une association française, c'est la plus grande association européenne sur ce thème et avec cette vocation. On a plus de 3000 adhérents aujourd'hui, 33 000 membres. Environ un réseau de 30 000 personnes qui est couvert par cette association. Cette association, elle vit grâce à l'action de 145 jeunes qui sont des cadres, qui se mobilisent, qui donnent de leur temps pour pouvoir proposer des activités pour faire rayonner l'esprit de défense et diffuser l'esprit de défense, parce que c'est ça notre mission. Alors, en 2019-2020, par exemple, on a produit plus de 180 événements, ce qui fait un nombre d'heures de bénévolat assez conséquent, comme vous le verrez sur cette slide. On est organisé de différentes façons. On est notamment organisé en comité d'études, et donc c'est mon cas. On a 14 comités d'études. On a aussi des délégations régionales et des délégations à l'international. Le but de ces comités d'études, j'y reviens, c'est par groupe, se concentrer sur un certain nombre d'axes et de sujets particuliers qui sont liés donc à notre défense et à notre sécurité. Dans mon cas, je suis responsable donc du comité Armée du Futur, qui est le comité qui se mobilise et qui réfléchit à tous les sujets de prospective liés à la défense. Donc, quels seront les conflits de demain, quels pourraient être les espaces de conflits de demain, quelles seront les technologies, comment pourraient être organisées nos forces. Voilà tous les sujets qui nous animent et qui nous font travailler. On organise plein d'événements différents, on organise des conférences, on organise des ateliers, on organise des visites, on écrit également des publications, des articles, on fait beaucoup de choses, on anime une communauté autour de ce sujet-là. Fort de tous ces éléments, tout ce potentiel d'engagement que l'on a, nous avons décidé avec le comité Armée du Futur en 2021 d'organiser ce que l'on a appelé la semaine du Turfu, une semaine entière dédiée à la prospective de défense. Ça s'est passé du 6 au 11 avril 2021. Et pendant une semaine, on a voulu proposer un programme qui permette de mobiliser la jeunesse, de réfléchir avec la jeunesse et avec toutes les générations confondues d'ailleurs, aux enjeux de l'avenir de notre défense nationale. On y a réfléchi de plusieurs façons. On a voulu réfléchir sur les enjeux, on a voulu réfléchir sur la méthode aussi, avec un objectif derrière, c'est que
tous ces jeunes puissent se saisir de ces éléments-là pour être acteurs de la réflexion de l'avenir de notre défense. Alors ça a dû se faire dans un contexte particulier qui n'aura échappé à personne. Normalement, c'est une activité pareille, on la ferait en présentiel. Il a fallu qu'on s'adapte en avril 2021. Donc, on a tout fait en digital. Et c'est aussi cette contrainte du digital qui nous a fait réfléchir à comment interagir et comment animer une réflexion de façon innovante avec un public qu'on ne voit pas et avec un groupe, une communauté qui est chacun chez elle. Comment on anime la réflexion dans ces conditions-là, au-delà des conférences, au-delà des ateliers, au-delà des publications, qu'est-ce qu'on pouvait faire de différent? Ça a été la base de notre réflexion. Et sans plus attendre, je vais passer la parole à mes collègues qui sont pas loin, qui vous en diront plus sur la solution qu'on a trouvée. Super, merci Mathilde. Alors du coup, on laisse la parole à Anne, qui doit se connecter. L'idée de cette intervention, c'est de vous montrer aussi, pour les gens qui nous écoutent, qu'on peut faire du design fiction sans forcément faire appel à une agence, que c'est un exercice qui peut se faire collectivement et de façon homemade. J'ai pas trop les anglicismes, mais le terme français me vient pas. L'association a réussi en fait à produire un jeu et à produire plus largement des contenus basés sur le design fiction. Et tout ça, ils ont réussi à le faire fait maison. Merci pour ça fait maison comme les confitures. Ils ont réussi à le faire tout seul, de façon collective. Et moi, j'ai trouvé ça super parce que franchement, ça donne envie de le faire. Et surtout, pour ceux qui aimeraient faire du design fiction, mais qui n'ont pas le budget pour ça, franchement, intéressez-vous à la chose. Essayez de mener à bien des réflexions collectives parce que ça peut se faire de façon assez humble, en fait. Et Anne se connecte. Ah non, c'est Marie, du coup. Hop là. Je crois qu'Anna a un petit souci, mais elle va nous rejoindre d'une seconde à l'autre. Sinon, Sinon, tu peux prendre le relais. Hein. Au pied levé. Si elle nous rejoint, je lui céderai la main. Mais alors, effectivement, j'ai fait le teasing. On a voulu réfléchir, comme je disais, sur comment on anime ce public-là et comment on recrée de l'interaction quand on en est tous réduits au digital. Et donc, la solution qu'on a trouvée, c'est le jeu. Il y a effectivement une grosse culture actuellement du gaming et de la gamification et de rendre les choses ludiques. Et nous, on a voulu se mettre dans cette lignée-là, mais pas seulement. On a mêlé le jeu et le design fiction. Pourquoi? Parce que au sein de l'association et notamment du comité Armée du Futur, ça fait longtemps qu'on se questionne sur ce sujet du design fiction, sur ce sujet de imaginer l'avenir par la fiction. Et donc, c'était ça l'objectif. Donc, on a travaillé sur ce qu'on a appelé une mission dont vous êtes le héros. Donc, vous vous retrouvez dans cette situation où vous avez un rôle de chef. Vous êtes là, vous avez une opération qui est un scénario d'opération militaire qui vous est soumis et vous devez faire des choix. Et vous devez travailler sur ces différents choix. Donc, le but était vraiment identifier un scénario de crise, faire vivre un conflit du futur, faire réfléchir. C'est un concours d'astuces, c'est faire réfléchir cette jeunesse sur quels pourraient être les enjeux et comment on peut adresser ces solutions-là. Et donc, c'était ça la solution qu'on a trouvée. Et effectivement, on n'avait qu'un seul designer et il va se présenter dans l'équipe. À part ça, ce n'était que des jeunes dont ce n'est pas le métier, qui sont bénévoles et qui ont juste réfléchi à quels sont les enjeux sur lesquels il faudrait qu'on travaille et qui méritent que l'on ait un débat d'idées. Alors, du coup, est-ce que vous pouvez, donc je ne sais pas si Laurent est connecté, c'est le nom de votre designer, hein, si je me souviens bien. Exactement. Est-ce que Laurent peut se connecter et nous expliquer de quelle manière concrètement vous avez procédé, quels outils vous avez utilisés, comment est-ce que vous avez animé collectivement cette réflexion et voilà, c'est déjà pas mal. Merci beaucoup Audrey. Oui, bien sûr. Tout à fait. Alors, on va vous présenter du coup la méthodologie avec laquelle on a construit ce scénario, cette aventure en 3 épisodes. Donc tout d'abord, merci beaucoup à Max Colomb et à Régis Châtelier pour leur présentation très claire de ce qu'est le design fiction. Maintenant que vous avez vu ce que c'est, nous allons vous montrer comment nous en avons réalisé, comment nous avons conduit une mission de ce type, d'un point de vue
d'un point de vue agile. Il me semble que l'une des questions posées dans le chat concernait cet aspect-là, comment faire du design fiction agile. C'est ce qu'on a fait. Il y avait effectivement un designer dans l'équipe qui était moi, mais à part ça, l'ensemble de l'équipe était constitué de gens qui n'étaient pas du tout formés à ce type de méthodologie, qui avaient simplement une sensibilité pour les questions liées au futur. Donc avec un peu d'organisation et de méthode, on est arrivé à produire un scénario, une aventure qui a à la fois pu animer, créer une dynamique pendant cette semaine du Turfu auprès des utilisateurs, des participants, mais également être un complément pédagogique à toute cette semaine du Turfu, à toutes les conférences qui étaient données pour montrer ce qu'allait être le conflit de demain et quels allaient en être ses enjeux et ses transformations. Notre scénario se concentre sur une opération extérieure futuriste nommée l'opération Mamba, qui se déroule dans un pays d'Afrique futuriste que l'on découvre au cours du premier épisode, le Nokanda. On se place en 2050 et on imagine qu'en Afrique a émergé un pays à la pointe de la technologie avec une industrie du numérique et une économie florissante, gouvernée par un oligopole d'entreprises. Ce pays, qui est donc en soi une expérience de gouvernance, engendre une crise diplomatique, une crise médiatique avec la France, suite à un faux mot de notre présidente de la République. Tout le but du premier épisode, en grande partie, n'est pas de conduire une opération militaire sur le terrain, mais de gérer cette crise, de gérer cette fracture diplomatique entre deux pays, la France et le Nokanda, en particulier au regard des répercussions que ça a sur la population et de sa forte réactivité sur les réseaux sociaux, ce qui est déjà un enjeu du conflit d'aujourd'hui et qui sera amené à l'être encore plus demain. Le deuxième épisode, lui, fait suite à des révélations au cours du premier sur le fait que derrière toute cette crise se cachait un enjeu de sécurisation énergétique par un agent extérieur qui faisait donc une ingérence sur le sol du Nokanda et déstabilisait la situation. Et également avait créé donc un groupe terroriste créé pour faire de l'agitation et qui avait complètement dégénéré. Il était en train de semer une grande instabilité au Nokanda. Tout le but du deuxième épisode était de mener un assaut frontal contre ce groupe avec toutes les innovations technologiques que l'on projetait de pouvoir déployer en 2040. En particulier, choisir votre propre programme de soldats augmentés. Il n'y avait pas de bon ou de mauvais choix, vous deviez assumer votre décision. Si vous faisiez un homme en armure façon Iron Man, un mutant façon Spider-Man, cela avait des avantages et des inconvénients qu'il vous fallait gérer tout le long du conflit. Enfin, au cours du dernier épisode, le conflit s'enlise, les ressources commencent à manquer, il vous faut faire des choix draconiens avec des conséquences très néfastes pour vos hommes et pour la conduite de votre opération afin de l'amener jusqu'au bout. C'est une étape intentionnellement de souffrance, misant à mettre le joueur dans la peau d'un commandant devant faire face à toutes les réductions budgétaires que l'on voit dans l'actualité et montrer ce que ça peut avoir comme conséquences concrètes en opération. Donc, pour concevoir cette aventure, nous avons procédé avec la méthodologie suivante. Nous avons travaillé avec un groupe de 6 volontaires du comité armé du futur, chacun amenant ses propres sensibilités et ses propres connaissances sur le conflit de demain. La première phase a été une phase d'exploration. L'exploration consistait déjà à cadrer, on va le voir ensuite, à cadrer les objectifs de notre jeu, les grands objectifs. Qu'est-ce que l'on voulait faire vivre aux joueurs? Sur quoi voulait-on l'interpeller? Et dans quel cadre de fiction on se projetait? Jusqu'où on pouvait aller dans le futur? Et surtout, à quelle fin? L'enjeu étant pas l'un des enjeux en question, étant, par exemple, de faire vivre, de mettre un joueur dans la peau d'un commandant d'opération, à la fois pour le projeter sur le conflit de demain, mais aussi pour le projeter sur le conflit d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe concrètement dans une opération militaire? Déjà, qu'est-ce qui se passe en amont? Tout l'enjeu de la crise diplomatique, médiatico-culturelle de l'épisode 1. Et ensuite, une fois qu'on y est, quels sont les choix auxquels on doit faire face? Des choix tactiques, des choix éthiques complexes, pour lesquels il n'y a pas forcément de bonnes ou de mauvaises réponses, mais qui plonge le joueur face à ses décisions à prendre et lui donne une responsabilité dans la conduite de l'opération. Max et Régis ont évoqué le fait que dans le design fiction, on crée un objet qui devait interpeller. C'était là notre objet. C'était un scénario, une mise en situation.
L'objet était une opération extérieure qui était censée interpeller, questionner, à la fois en montrant à quoi ressemblerait le conflit de demain, mais aussi en faisant se poser des questions sur comment ce dernier devait se conduire. Une fois ces éléments trouvés, l'exploration permettait donc de cadrer la réflexion, mais on idéait également chacun sur les éléments que l'on pensait voir dans le conflit de demain. Qu'est-ce qu'il y aurait dans le monde de 2040 qui transformerait les équipes géostratégiques et la façon de mener la guerre, voire même la façon de vivre en tant que citoyen. L'omniprésence des réseaux sociaux, de l'Internet partout, au niveau du conflit, le soldat augmenté, l'omniprésence des drones et leurs différents rôles, des nouveaux terrains d'action, par exemple les pôles arctiques, la guerre sous-marine avec les câbles de fibre optique qui courent sur le sol des océans. Nous placions tous ces éléments de façon disparate qui constituaient le paysage que nous souhaitions vouloir montrer aux joueurs. Puis venait la phase de construction à la fois narrative et construction de gameplay, construction ludique. C'est pour ça que le symbole de cette construction ici est une arborescence. L'idée était à la fois de créer le monde dans lequel nous allions implanter ces différents éléments, créant des situations que le joueur allait vivre, créer le Nokanda, imaginez ce pays d'Afrique futuriste qui était dans notre cadre d'opération, imaginez les antagonistes, imaginez les enjeux, mais également créer les arborescences, montrer à partir d'une situation quels sont les différents choix, les différentes conséquences et surtout ce à quoi ça mène après. Est-ce que ça mène à des scénarios différents? Est-ce que ça mène à des cas d'opération différents avec des enjeux différents au cours d'un même épisode, ce qui fait que deux personnes n'auront pas du tout le même vécu de l'opération. Une fois ces éléments-là déterminés, nous avions un arbre décisionnel qu'il fallait ensuite mettre en forme par le biais d'une rédaction, à la fois en rédigeant l'histoire et ce qui se faisait dans l'ensemble du groupe, puis ensuite avec une passe d'un rédacteur d'ensemble permettant d'unifier l'écriture. Et enfin, la mise en forme technique pour produire un petit fichier téléchargeable que n'importe qui pouvait récupérer sur son ordinateur et afficher sur un navigateur pour jouer. Ces trois premières étapes se sont faites au sein de notre groupe de 6 volontaires et elles se faisaient de façon très collective. Ça a été un travail de groupe. Il n'y a pas une personne qui a idéé l'ensemble du scénario. Tout le scénario a émergé à partir des imaginaires disparates des membres volontaires du comité armé du futur qui étaient réunis dans le groupe, chacun amenant ses propres expertises, ses propres connaissances sur la guerre du futur. Il y en avait qui étaient spécialistes, qui connaissaient bien le monde des télécoms. Il y en avait d'autres qui étaient plus sensibles à l'intelligence artificielle et qui connaissaient ses enjeux, ses transformations futures. D'autres qui étaient, par exemple, plus axés sur le soft power et les guerres d'influence, et d'autres enfin sur les énergies. La concaténation de ces éléments, ensuite, s'est faite à partir d'un travail de réflexion groupé, toujours afin de créer une logique d'ensemble dans le déroulé des épisodes. Et là, l'utilité d'être en groupe pour réfléchir à ça, c'est que chacun pouvait amener son propre point de vue sur la qualité du jeu. La dernière étape, la validation, s'est faite non pas au sein du comité de rédaction, au sein du groupe, mais au sein de l'association tout entière. Les génies UCDN comportent 145 cadres qui la font fonctionner et qui ont chacun leur propre domaine de spécialité. Par exemple, les cadres gérant les comités thématiques évoqués par Mathilde au début. Le comité armé du futur, le comité énergie-environnement, le comité Afrique. Même remobiliser une petite fraction de ces cadres-là permettait non seulement de faire un bêta-test de la qualité du jeu, mais surtout de passer en revue l'ensemble du scénario et du monde pour s'assurer qu'il soit plausible et qu'il puisse être cohérent avec la vision que l'ensemble des jeunes HEDN a de la guerre du futur, que nous ne pouvions représenter parfaitement puisque nous n'étions que 6 mobilisés. Par exemple, le responsable du comité Afrique pouvait nous aider sur était-il plausible de voir émerger un pays géré par des sociétés privées comme le Nokanda, avec une telle réussite économique sous 25 ans. Cette méthodologie nous a permis donc de produire les 3 épisodes que nous avons ensuite diffusés à nos joueurs. Elle a requis cependant des cadrages, qui étaient d'une part un cadrage thématique, par le biais du périmètre de fiction que nous autorisions à explorer, également un cadrage technique par le biais de nos outils, que nous allons démontrer après.
Au niveau du contexte de fiction que nous avons choisi d'explorer, nous n'avons pas opéré tout seul avec simplement nos connaissances en l'état. Nous avons fait également des recherches de notre côté, un peu de benchmarking. Nous avons notamment consulté les travaux de la Red Team, l'équipe de prospective et de design fiction de l'Agence Innovation de Défense, qui avait déjà produit un scénario dans lequel nous avons puisé quelques éléments pour construire le Nokanda ainsi que son contexte géopolitique global. Au-delà de ça, nous avons choisi à dessein de nous centrer sur des innovations, des transformations du monde de la guerre à court terme, à 20 ans. Pourquoi? Parce que cela permettait de créer un bon compromis entre la guerre du futur, mais surtout la guerre d'aujourd'hui. Encore une fois, l'association a pour objectif la sensibilisation des gens aux enjeux de défense. Et nous souhaitons à la fois montrer ce que pouvait être ce monde demain, et surtout comment il était déjà, quels étaient les enjeux auxquels faisait face un soldat, auxquels fait face un soldat, auxquels fait face un commandant sur un théâtre d'opération extérieure. Gestion du budget, gestion de la fatigue des hommes, choix tactiques, choix éthiques, etc. Et travailler avec des innovations à court terme permettait de réfléchir, et pourtant disruptive, permettait de créer le meilleur compromis. Par exemple, comme on le voit sur cette image, ici, le soldat que vous voyez est surtout un soldat augmenté en information. L'intelligence artificielle, le numérique, les réseaux, la présence sur les télécoms, la gestion de la communication étaient essentielles à nos 3 scénarios parce que c'est celle qui demain, c'est le champ technologique qui demain sera le plus disruptif pour le militaire. Enfin, nous nous sommes autorisés à faire un ou 2 éléments appelés la main de Dieu. Un élément de fiction extrêmement futuriste, pas complètement irréaliste, mais qu'on ne pourrait pas voir apparaître avant la fin du siècle. Par exemple, le contrôle du climat, ou alors mettre des petites puces sur des insectes pour contrôler des essaims à travers le pays. L'enjeu n'étant pas là de montrer vraiment à quoi pourrait ressembler la guerre de demain, mais d'inclure un élément de disruption à l'encontre du joueur, le forcer à remettre en question sa complète façon de fonctionner jusqu'ici et à trouver d'autres moyens d'utiliser les outils qu'il utilisait et les technologies qu'il utilisait jusque-là dans le cadre de sa mission. Parce que dans la mission d'un militaire, il faut faire face à l'imprévu et à l'incertitude, quitte à ce qu'elle soit absolument radicale. Et ça faisait partie de nos enjeux de sensibilisation. Nos outils ont également apporté des compromis de développement. On vous les montre ici parce que si l'exercice vous intéresse, produire un scénario de design fiction à travers un livre-jeu à choix multiples, dans le cadre de vos travaux, vous pouvez utiliser simplement ces 2 outils-là pour le faire comme nous. Whimsical est une plateforme de collaboration en ligne qui, en somme, se résume à un très très gros tableau blanc numérique sur lequel vous pouvez placer des post-it, créer des diagrammes et connecter des éléments, ce qui était très adapté pour créer un livre-jeu. Le problème étant que justement c'est un unique très gros tableau blanc, ce qui, dès que le système devenait un peu complexe, créait des problèmes de développement. Puis, pour réaliser le jeu, nous avons simplement codé un fichier en HTML très simple, très facile à télécharger, compatible avec n'importe quel navigateur, ce qui permettait une diffusion très large. Il suffisait de donner un lien pour le télécharger et aucun de nos joueurs n'avait des problèmes de compatibilité. Le problème étant qu'ici, on avait des soucis de complexité d'échelle. Très difficile avec un code HTML simple, faisable en temps compact, de créer un scénario où chacun de vos choix se cumulerait pour mener à une explosion d'arborescence possible, ou alors chacun de vos choix pourrait se transposer aux épisodes suivants, ce qui a totalement influencé la façon dont nous avons développé le scénario. Le dernier élément important était celui de la collecte des choix. Cette collecte était essentielle puisque le jeu était un jeu concours. Nous avions une grille de points en fonction des choix tactiques utilisés par les joueurs pour déterminer le vainqueur. Nous avons établi un peu arbitrairement et globalement en fonction de notre logique concernant la conduite d'une opération. Ce qui était intéressant à ce regard-là, dans l'optique d'une démarche de design fiction, est que cette collecte des statistiques d'utilisation des joueurs nous a permis de créer des statistiques globales sur leur comportement en opération, ce qui permet de définir quelle est la perception d'un comportement exemplaire d'un militaire dans le cadre de ce conflit du futur. Puisque l'objectif d'une design fiction, c'est non seulement de permettre de véhiculer, de sensibiliser à un futur prochain, mais également de nous interroger et de définir quel est le futur le plus souhaitable. Et bien là, par le biais de ces statistiques de jeu individuelles,
compilés ensemble, nous pouvions définir quels étaient pour les joueurs les comportements souhaitables. Je vais maintenant laisser la parole à Marie qui va vous parler des retours concrets, des résultats de cette opération. Marie, on vous entend pas. Je pense que vous avez pas mis votre micro. Je vous invite à cliquer sur le... Ouais, ok. Si Marie n'arrive pas à se connecter, parce que j'ai l'impression que c'est peut-être un petit peu précaire son Internet, est-ce que l'un d'entre vous peut prendre le relais pour expliquer du coup les retours d'expérience? Je peux m'en charger si Il n'y a pas de vraiment souci. vous prendre la parole. Oui, si vous voulez, mon problème technique de tout à l'heure se rétablit. Allez-y, Anna. Bon, déjà pour répondre plus globalement à la question de Julien tout à l'heure, et comme l'a expliqué Laurent, pour mettre en place et pour rédiger tout notre scénario, ce qu'on a fait, c'est que à travers de Whimsy Call, on a tous mis les différentes idées et les différentes thématiques qu'on voulait aborder. Et on l'a aussi fait par rapport aux conférences qui avaient lieu pendant la semaine pour essayer d'avoir un peu un fil conducteur grâce à ce jeu sur la semaine. Et donc, grâce aux différents éléments qu'on avait mis dans les petites cases là en blanc que vous pouvez voir sur le Whimsy Call, on pouvait ensuite essayer de les relier entre elles pour essayer de créer cette histoire. Et donc, en fait, on a d'abord pensé aux thématiques et aux éléments un peu de prospective et ce qui pouvait arriver dans la guerre du futur. Puis, on a réfléchi au scénario et donc au lien entre ces différents éléments. Si jamais ça répond à ta question, tant mieux, sinon je pourrais mieux spécifier. Et donc, par rapport au retour qu'on a eu, les gens étaient très, très contents d'avoir pu participer au jeu. Alors déjà, on a fait un premier test au sein de notre association pour voir comment on pouvait améliorer notre jeu. Donc, comme vous voyez ici, il y avait 20 testeurs internes. Et donc, ils nous ont fait des retours par rapport à des images qu'on pouvait intégrer pour rendre le jeu en fait beaucoup plus réaliste. Parce que, bien sûr, on parle du futur, mais ce qu'on veut aussi, c'est que le joueur puisse complètement s'immerger pour qu'il puisse mieux s'imaginer quels sont les moyens à mettre en place et les conséquences que peuvent avoir les actions. Et donc, comme ça, mieux participer à ce design fiction. Et donc ensuite, une fois cette phase de test faite, on l'a mise en ligne et donc on a reçu 72 réponses. On sait très bien qu'il y a d'autres personnes qui ont joué aussi, mais qui n'ont pas envoyé les réponses, donc on ne peut pas les comptabiliser. Mais voilà. Et parmi ces 72, on a 75% qui ont répondu aux 3 épisodes. Donc en fait, comme on l'a dit avant, avoir un seul épisode, c'était beaucoup trop conséquent pour aborder tous les éléments dont on avait envie de parler. Et donc, on a décidé de faire le choix stratégique de le diviser en 3 épisodes donc courts et qui pouvaient avoir une suite. Et comme ça aussi, tout le monde pouvait un peu participer en cours de route l'aventure et bien sûr faire les épisodes qu'il voulait. Et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre un peu de toutes les thématiques des conférences dans chacun des scénarios. Parce que finalement, on voulait que ce jeu puisse être l'opportunité à tout le monde de toucher à toutes les conférences. Parce que dans une conférence, on a plutôt une audience ciblée qui est déjà intéressée souvent par cette thématique, alors que dans le jeu, on pouvait, sans un peu faire peur par des grands mots aux gens qui allaient jouer, permettre à tout le monde de réfléchir à les éléments de communication du futur, à les enjeux un peu technologiques qu'il pouvait y avoir, ou même rien que le moral des troupes, si jamais il y allait avoir une infobésité, ce qu'on appelle, donc quand il y a trop d'informations qui arrivent aux yeux des soldats. Et donc, c'est pour ça que, voilà, on a eu à la fin, grâce à cette diversité de thématiques qui étaient mobilisées dans le jeu et à l'expérience un peu immersive et assez innovante de pouvoir jouer et que le joueur puisse
vraiment réfléchir à toutes ces thématiques et être acteur des conséquences qu'il allait mener dans son opération, on a eu vraiment des retours très, très positifs de gens qui avaient beaucoup apprécié l'aventure. C'est pour ça qu'on pense aussi essayer de faire un deuxième jeu comme celui-ci, mais de manière beaucoup plus transverse et avec une palette de thématiques beaucoup plus diverses. Super. Merci beaucoup pour cette intervention. Alors, on arrive à la fin du webinaire. Du coup, je laisse Mathilde reprendre. Oui. Pardon, excusez-moi. Pour conclure rapidement, parce qu'effectivement, je crois qu'on touche à la fin du webinaire. Merci encore une fois de nous avoir associés. En fait, je conclurai rapidement sur qu'est-ce que nous, on en a tiré comme leçon et qu'est-ce que ça nous indique, en fait, cette expérience. Ce qui est intéressant, ça a été de voir la très grande appétence en fait de notre public sur ce modèle qu'on a proposé. Très honnêtement, vous avez ici donc Laurent, Anna et Marie qui ont beaucoup travaillé pour produire le jeu, avec un grand questionnement sur la réponse qu'on aurait parce qu'on n'avait jamais fait ça au sein de l'association. On a vraiment, on a étraîné ce format et on savait pas comment ça allait réagir. Vous avez vu les chiffres. On a eu un très haut niveau de participation avec beaucoup de gens qui ne nous ont même pas renvoyé leurs résultats, mais on sait qu'ils ont joué et donc on sait que ça a vraiment généré une adhésion. Et ça, c'est quelque chose de très intéressant qui en dit beaucoup sur la manière avec les gens aujourd'hui ont envie de mener des réflexions et ont envie d'être dans cette interaction, surtout après 1 an et demi de visioconférence pour tout le monde. Donc ça, c'était une leçon très intéressante. L'autre leçon, elle est plutôt méthodologique et très pratique, c'est de dire que finalement, il n'y a vraiment pas besoin d'être un professionnel pour monter une action telle que celle-ci. On avait, nous, effectivement, un designer de formation qui est Laurent, mais à part ça, tout le reste de l'équipe était entièrement non averti sur ces techniques-là, mais curieuse. En fait, c'est ça, finalement, qu'on a aussi retenu, c'est que tant que vous avez la curiosité, vous avez envie de vous prêter à cet exercice, finalement, c'est le collectif qui permet de faire émerger un jeu tel que celui-là. Donc ça, je pense que c'est vraiment la leçon intéressante. Et puis, quelle suite je pense que déjà, notre présence ici ce matin est un bon indicateur des réactions et puis des suites qui peuvent être données. Donc, je vous remercie encore une fois parce que c'est une grande chance pour l'association de pouvoir parler un petit peu de ces actions. Et puis, quelle suite on a la chance d'avoir été sollicité par plusieurs structures, finalement, qu'elles soient civiles ou qu'elles soient militaires, qui ont trouvé ça intéressant et qui ont envie qu'on aille plus loin et qu'on remette une pièce dans la machine pour relancer quelque chose. Donc, on est en échange avec différentes structures et du coup, on a envie, nous aussi, de nous replonger dans ces travaux-là et on envisage de soit continuer ce scénario, soit d'en faire un nouveau, mais en tout cas, de reprendre ce format qui a clairement attiré l'attention. Donc ça, ce sont un petit peu les conclusions qu'on a pu en tirer. Très forte appétence, il y a un vrai momentum sur ces méthodes-là et c'est un bon outil de cohésion aussi parce que ça permet de travailler collectivement. Super, merci beaucoup à vous 4 pour votre intervention. Merci à tous les intervenants. Alors, on avait dit qu'on prendrait des questions, mais en fait, je me rends compte qu'il est déjà 11h06. Donc, je pense que ça va être compliqué pour ce webinaire. Par contre, je vois que ce sujet du design fiction vous a tous beaucoup intéressé. Donc, ce qu'on peut se dire, c'est que on va essayer, nous, du côté des ITP, de réfléchir soit à un autre moment de convivialité sur le design fiction où on aura beaucoup plus de temps pour débattre et pour poser des questions, soit à un autre format, peut-être un écrit ou quelque chose. C'est pas encore défini, mais je pense qu'on va le faire. Et si vous voulez échanger avec les intervenants, n'hésitez pas à le faire savoir sur le chat ou à nous envoyer des mails sur l'adresse Futur Public. On peut aussi organiser une visio informelle, voilà, pour débattre avec Max ou des choses comme ça. Je sais qu'il était assez preneur. Donc voilà, franchement, envoyez-nous des mails et dites-nous s'il y a des formats qui vous intéressent parce qu'on peut faire ça de façon assez agile. Et je vous invite, Lisa, si tu peux rappeler tous les intervenants quand même pour qu'ils nous disent au revoir et qu'on puisse les remercier. Je sais que Max avait très envie de répondre aux questions, donc je m'en vois désolée, mais c'est juste que je pense que tout le monde a des trucs à faire après. Est-ce que vous pouvez revenir à l'écran, Régis et Max, s'il vous plaît? Alors moi, j'ai proposé de répondre à l'écrit, peut-être via LinkedIn ou t'en envoyer que tu pourras faire suivre aux participants. Si tu veux. Ouais. Donc, n'hésitez pas à nous... Il nous manque Régis, mais donc, n'hésitez pas à nous envoyer des mails, etc. On va aussi essayer de réfléchir à un format de design fiction pour le mois de l'innovation publique. Voilà. Mais si vous voulez poser des questions, etc., il ne faut pas hésiter à nous le dire. Et effectivement,
pourquoi pas contacter les intervenants sur LinkedIn. Je vous remercie à tous pour votre participation à ce webinaire. Pour ma part, j'ai trouvé ça passionnant. Je suis contente qu'on ait pu voir différents intervenants et différents exemples de design fiction. Il faut libérer de la place pour que Régis puisse dire au revoir. Bon, je vais fermer un de vous, Ali Chauden, pour que Régis puisse nous dire au revoir. Hop là. Est-ce que Régis peut venir? Ah. J'en ferme un autre, quand même. Je sais pas s'il arrive à... Bon. Ah. Non, bon, on n'y arrive pas. Ok, les joies de la visio. Bon, je ne sais pas si Régis est toujours là, c'est dommage. Régis, as-tu parti? Il avait une réunion. Ok, bon, bah voilà. Du coup, merci à vous tous et on se dit à bientôt pour le prochain épisode des Mardis de Lino et sur d'autres thématiques aussi concernant le design fiction. On n'a pas encore tout établi, mais on va y réfléchir là juste après. Voilà, merci beaucoup à vous tous. Bonne journée. J'espère que vous avez passé un bon moment.